Eh bien bonjour à toutes et à tous. Nous allons traiter dans cette vidéo une prise de vue complète en utilisant un appareil photo, un APN de type Canon 450D. Alors en préambule, puisque ça va aller relativement vite, pour éviter que la vidéo soit trop longue, il est conseillé de regarder les vidéos suivantes qui sont sur la chaîne: piloter sa monture avec un PC, pilotage de Stellarium, pour ceux qui utilisent Stellarium, et l'autoguidage. Il faut bien entendu avoir installé les logiciels cités. Si jamais vous avez des problèmes d'installation, n'hésitez pas à me faire des commentaires, j'y répondrai, je vous aiderai autant que possible. Les équipements utilisés pour cette petite séquence: une monture Skywatcher de type NEQ5, un appareil Canon 450D, une lunette d'autoguidage à l'ouverture de 50 mm et une caméra d'autoguidage Alter GPCam 130 mm pour monochrome. Petite précision, je dis qu'on va utiliser un Canon 450D. Pour ceux qui disposent d'un Nikon, la procédure sera rigoureusement identique et on verra la petite différence dans la prochaine diapositive. Les logiciels utilisés. On prendra Celix Apex comme logiciel de cartographie, Backyard EOS comme logiciel de prise de vue, PHD2 Guiding pour l'autoguidage et Astro Tortilla pour l'astrométrie. Petit commentaire particulier: ceux qui sont familiers de Stellarium comme logiciel de cartographie utiliseront exactement la même procédure, vous verrez, il n'y a pas de changement. Backyard EOS, c'est un logiciel de prise de vue qui fonctionne avec les EOS de Canon. Si vous disposez d'un Nikon, eh bien mettez en route Backyard Nikon. Ce sont des logiciels qui ne sont pas gratuits, mais ils sont pas chers et rendent tellement service. Ceux de l'ordre de 50 €. Et vous verrez, ils sont faciles d'utilisation et très fiables. Je vous les recommande. Voilà, les équipements sont branchés. On va utiliser ces 4 modules. On va brancher Celix Apex, vue du ciel. On connecte le télescope, PotHub, oui, propriété, connecter Skywatcher télescope. On est bien connecté, on a la COM 8 qui est actif. Et puis on va rentrer les informations longitude et latitude du lieu. Alors PotHub maintenant a été remplacé par Device Hub Telescope dans la nouvelle plateforme Ascom. Ça fait exactement la même chose. OK. OK. On clique sur OK. Voilà, on valide tout ça et on branche. Connecter. Alors les informations de sécurité, on clique toujours sur OK. Alors, voilà, donc notre télescope est bien sur la polaire, on est en position de parking. Et vous savez que pour chercher un objet, on a plusieurs solutions. Soit on utilise la jumelle, et là on va chercher Vega. Dans ce qu'on nous propose, le ciel profond, les étoiles, les comètes, etc. C'est assez performant pour ça, Celix Apex. Enfin, j'aime bien. Et là, donc, il va chercher dans sa base de données, il trouve Vega, et il suffit ensuite de faire GoTo pour y aller. Une autre façon, je vous rappelle, c'est de cliquer sur la carte. On clique sur Vega et on fait GoTo. Ça ouvre la même fenêtre.
Alors là, comme je l'ai un peu perturbé, je recommence. Je clique sur Vega. Je fais Go To. Et mon télescope se dirige sur Vega. Alors pour ceux qui sont fanats de Stellarium, je vous renvoie au pilotage de sa monture avec Stellarium dans les vidéos de la chaîne, là, et vous verrez un petit peu comment faire la même chose finalement avec un autre logiciel qui lui est gratuit. Voilà, donc nous sommes sur Vega et nous sommes donc prêts à maintenant mettre en relation notre logiciel de prise de vue Backyard EOS. Bien, étant sur Vega, nous allons maintenant connecter Backyard EOS. Alors, Celix Apex est en PotHub, je vous rappelle, et dans Backyard, on va vérifier que le télescope également est en PotHub. Ou bien Device Hub dans le nouveau logiciel Ascom, le remplaçant de PotHub. Donc je vais connecter mon appareil photo, mon Canon 450D. Voilà, télescope, je vérifie, PotHub, c'est OK. Donc voilà. Je clique ici et je vois apparaître donc ma connexion avec ascension droite et déclinaison. Je passe sur les paramètres pour vérifier que tout est bien OK. Et là, je vous renvoie, pour comprendre ce panneau, à l'introduction de Backyard EOS qui est sur la chaîne vidéo. Regardez-le, vous aurez l'ensemble des explications permettant de bien calibrer tout ça. Voilà, tout est OK. PHD est bien sélectionné, la coche sous PHD est OK. J'applique. Voilà, c'est OK, on ne change pas, c'est bien. L'intégration troisième partie est bien cochée aussi, TCP là, à droite, c'est OK. Bien, donc je vais démarrer ma séquence, déclarer ma séquence. Donc je vais faire des pauses light de 10 secondes pour voir. Je fais toujours 5 secondes de pause entre les photos. Voilà, donc je suis à peu près sur Vega. J'ai bien Vega dans ma photo. Très bien. Je lance Astro Tortilla pour recentrer ma photo. Donc je fais connexion Ascom télescope, PotHub toujours, OK. Je fais des pauses de 60 secondes, c'est peut-être un peu trop, mais bon, je clique synchro télescope et reslew to target, c'est-à-dire recentrer sur la cible. Et là, c'est pas bon parce que slewing est en rouge là, au-dessus de l'écran, et tracking est en vert. Donc j'ai un problème, ça ne peut pas fonctionner. Alors, je cherche,
je touche à rien, c'est pas ça, ça vient pas de là. C'est volontaire, hein, je sais d'où ça vient, mais vous pouvez avoir ce cas-là. En fait, l'astrométrie ne peut pas marcher tant que la focalisation n'est pas bonne. Donc là, je retourne sur Vega. Je resynchronise mon télescope. Parce que entre les temps de chargement, tout ça, ça a perdu un peu le tracking. Je refais le go-to. Donc ça rebouge un peu. Je retourne dans AstroTortilla. Et là, target tracking est en vert, donc c'est bon. Et je lance mon astrométrie. Alors pour l'astrométrie, moi j'ai ces paramètres-là qu'il faut utiliser si vous êtes dans les mêmes conditions que moi. Si vous avez un autre télescope, eh bien je vous renvoie au réglage d'AstroTortilla pour peaufiner un petit peu ces paramètres. Vous pouvez quand même essayer avec cela. Il se peut que ça marche parce qu'ils sont assez larges. Hein. Si vous changez de télescope ou de lunettes, avec ces paramètres-là, vous devez vous en sortir. Après, si ça marche pas, c'est que vous êtes beaucoup trop loin des réglages nécessaires. Bien, donc l'astrométrie est toujours en route. Il prend ses propres photos pour recaler la photo qu'on a en mémoire et ce qu'il doit avoir dans sa bibliothèque. Voilà, donc on le laisse travailler. Vous voyez que dans la petite fenêtre du bas, on a un certain nombre d'informations nous donnant un petit peu l'état d'avancement de son travail. Solving, il essaye de résoudre le problème. Alors il va chercher, voilà, dans sa base, et on a une conclusion, no solution, au bout de 24 secondes. Donc ça n'a pas marché, parce que, on va le voir. Très bien, pour faire ma mise au point, je retourne sur Celix Apex pour bien vérifier que je suis sur Vega, qu'il n'y a pas eu trop de glissement. Très bien, je reviens dans Backyard EOS et je vais peaufiner ma mise au point. Alors pour faire la mise au point, j'ai ce bouton-là. Voilà, si vous décliquez et que vous recliquez dessus, vous avez l'outil de mise au point. Vous voyez que votre étoile est une patatoïde, là, donc c'est pour ça que l'astrométrie ne peut pas marcher. Vous cliquez sur FWHM et vous pratiquez votre mise au point de façon à ce que le chiffre, là, soit le plus bas possible. Voilà. Donc on cherche la position idéale, c'est autour de 3,1, 3,3,1. Après, ça varie en fonction de la qualité du ciel qui n'est pas stable. Voilà. Voilà. Donc on considère que mon étoile est bien focalisée. Donc ma mise au point est optimisée. Je vais connecter, alors j'ai fait une erreur, là je connecte, je n'aurais pas dû déconnecter, et je vais prendre une photo pour voir que mon étoile, mes étoiles sont bien fines et rondes. Voilà, et ben c'est mieux, ma mise au point est terminée. Je vais pouvoir poursuivre. Eh bien, nous sommes sur Vega, la mise au point est faite et nous allons maintenant faire notre session de photos puisque nous avons choisi dans le ciel profond d'aller sur M13. Donc dans Celix Apex, je fais M13, chercher, go to, et mon télescope se déplace.
je reviens dans Backyard et je vais prendre une photo. Et là, qu'est-ce que je constate? Et j'y suis pas bien. Donc je vais faire une astrométrie maintenant pour me recaler correctement sur M13 de façon à l'avoir au milieu de ma photo. Donc Ascom télescope, PotHub, OK. Ensuite, alors il faut que je fasse apparaître cette fenêtre. Le tracking est en vert, c'est bien. Synchro, télescope, reslowing, c'est-à-dire recentrage sur la cible. Et là, je prends une pause de 60 secondes. C'est Astro Tortilla qui se la prend, cette pause-là. J'ai été un peu généreux en mettant 60 secondes, mais pour faire de l'astrométrie, on n'est pas obligé de prendre, surtout si les objets sont assez brillants, on n'est pas obligé de prendre une valeur aussi forte. Mais je ne touche à rien, c'est parti. Alors je vois là que je suis en train de terminer cette pause-là avec Astro Tortilla. C'est pas encore tout à fait ça. Il cherche recentering. Donc là, c'est bon signe. Il est en train de recentrer le télescope sur la cible. Ça veut dire que là, ça a marché. Hein. Alors, il refait une pause puisqu'il s'est recentré. On reprend une photo. Et là, ma cible va être bien visible au milieu de mon image. Eh bien voilà, M13 vient d'apparaître plein centre de l'image. Astro Tortilla continue à travailler, voilà, et donc il a arrêté, voilà, solved, c'est-à-dire résolu au bout de 14 secondes. Donc c'est parfait. Ma mise au point est faite, mon astrométrie est faite, je vais pouvoir lancer ma séquence d'images, mais avant de lancer ma séquence d'images, il faut donc que je démarre mon autoguidage. Ce que je vais faire maintenant. Voilà, PHD2 Guiding est ici, je le lance. Voilà, on lance PHD2, on va connecter les équipements, tout connecté, on va lancer la caméra, voilà, on a des étoiles, et on va utiliser l'outil sélection autour de l'étoile. Et ensuite, je vais lancer la calibration. Alors, la calibration est plus ou moins longue. Ça dépend aussi beaucoup de la qualité du ciel. On voit que là, ça a démarré puisque mon étoile sur la petite fenêtre en haut à droite est en train de bouger, ici. Alors, sur un axe, va faire un certain nombre de déplacements.
il faut effectivement, en plus que la mise au point de la caméra de guidage ait été faite au préalable, sinon ça marche pas très bien. Donc c'est toujours en train de se déplacer, de prendre les informations qui vont bien pour que ma calibration soit optimum. Et alors au bout d'un certain temps, mon étoile va revenir vers le centre. Puis l'étoile va se déplacer suivant un axe perpendiculaire à l'axe précédent. Bien, la calibration continue, l'étoile revient vers le centre. Et bientôt, voilà, mon autoguidage démarre puisque j'ai ma croix verte là qui est indiquée sur l'écran et je vois mes déplacements qui vont se faire autour du zéro de ce graphique-là. Alors, quand ça se déplace entre plus ou moins 1 degré, c'est bon, plus ou moins 2, c'est pas catastrophique, mais vous le laissez. Au-dessus de 3, il faut quand même se méfier, il y a quelque chose qui marche pas. Bien. Donc maintenant, je vais pouvoir démarrer ma séquence de prise de vue sur M13, qui est bien là. Alors, je vais faire des lights. Je sélectionne ma quantité. J'en veux 15. La durée, je vais mettre 20 secondes. ISO 800. Ensuite, j'enchaînerai sur les bias. Les bias à la vitesse maximum, c'est 4 millièmes pour un 450D. La durée, j'ai pas accès puisque je l'ai déjà précisé. Je mets les ISO à 800. Je vais en faire un nombre impair. Les light, non, les dark, pardon. Alors les dark, c'est la même durée et la même sensibilité que les light. Donc la durée 20 secondes, la sensibilité 800. Toujours 5 secondes de pause pour éviter des problèmes de conflit entre l'informatique et le reste. Bon, les flats, on verra, mais je dirais il faut mettre une valeur faible au départ, à la même sensibilité que tout le reste. Voilà, une pause de 5. On vérifie que notre autoguidage est impeccable, et c'est super, là. On va pouvoir y aller. Alors, faut pas oublier de mettre à jour le nombre de dark que l'on veut. C'est aussi un nombre impair.
Et flat, pareil. Alors les darks, j'en mets 9 parce que je fais du dithering, hein, c'est pas la peine d'en mettre trop, là, ça sert à pas grand chose. Et là donc c'est parti. Ma séquence comprend 54 poses au total, quand on additionne dark, flight, light, flat et le reste. Et voilà, je suis parti pour 20 secondes. Voilà, c'est parti. Et donc ma première photo va apparaître. Donc là, comme dirait l'autre, je peux aller me coucher, sauf que c'est pas tout à fait vrai, puisque quand il va basculer sur les bias, il va nous demander de mettre le bouchon, et tant que ce sera pas validé, il démarrera pas. Hein. Voilà, c'est un peu, enfin l'inconvénient, c'est un petit inconvénient, c'est-à-dire qu'à la fin des pauses, des lights, il faut être présent pour pouvoir aller mettre le bouchon pour faire le reste. Voilà, donc on va abréger hein, avant de passer à la session des bias. On va le laisser finir. Alors voilà. Donc on lui a dit toutes les 3 pauses, il faut faire un dithering. Donc il déplace de quelques pixels le télescope. On stabilise toujours pareil, de façon à ce que tout soit bien en place et que j'ai pas de câble qui flotte. Hein. Voilà, et au bout de 10 secondes de stabilisation, la séquence repart. Voilà. Donc là, maintenant, on va laisser faire et on se rejoint pour les bias. Eh bien, voilà notre session bias qui vient de commencer. Dans Backyard EOS, on voit que tant que le bouchon n'est pas mis sur le télescope, on a ce clignotant rouge et les bias ne démarrent pas. Donc il faut aller mettre en place le bouchon du télescope et on valide ensuite en cliquant sur ce clignotant rouge. Donc on y va. Voilà, c'est fait, je valide, je clique sur le clignotant et les bias démarrent. Alors c'est assez rapide puisqu'on fait des pauses au 4 millième de seconde, mais le temps utilisé par le système est le temps de pause et le temps de téléchargement. Tout ça pour éviter que le système informatique ne se prenne les pieds dans le tapis dans toutes les liaisons. Alors on voit qu'au niveau de l'autoguidage, le fait de poser le bouchon va créer ce grand pic, là le dernier grand pic, donc ça perturbe. En fait on n'a plus besoin de faire de l'autoguidage quand on fait des bias, des dark ou des flats. Hein. Donc on va supprimer tout ça et l'arrêter. Voilà. On arrête le dithering. Entre-temps, on va laisser passer. Vous allez voir que une fois que les bias sont terminés, on va passer directement au dark, des pauses de 20 secondes. Voilà, c'est en train de se terminer. Toujours sur les bias. Et voilà, maintenant, on va démarrer notre session de dark. Ce sont des pauses de 20 secondes. Voilà, c'est parti. Donc on va laisser les dark filer maintenant. Ils nous demandent pas de mettre le bouchon parce qu'entre bias et dark, c'est le même système. Hein. Et bien maintenant, on nous demande de placer notre écran à flat. Et quand c'est fait, on valide. Bien, maintenant nous allons travailler les flats en utilisant l'histogramme. Alors déjà pour faire les flats, je me mets à 800 ISO pour être conforme aux réglages bias et dark.
et je prends une photo. Alors la photo est complètement blanche, donc c'est pas très bon. On voit que dans mon histogramme c'est tout à droite, et là j'ai pas besoin d'autoguidage, hein. Donc je vais le fermer. Fermer. Voilà. Je vais maintenant régler le temps, diminuer le temps de façon à avoir une exposition plus conforme. Allez, on prend 0,6 et on prend une photo. Mon histogramme a bougé, j'ai ma raie verte et bleue, mais c'est encore trop fort, puisque ça dépasse les 3/4 là. Au dixième de seconde, finalement, c'est encore trop fort parce que je n'ai pas ma raie rouge. Je la vois apparaître là sur la droite, donc il faut que je diminue encore mon temps. Et c'est un peu meilleur. Et donc là, j'ai ma raie rouge qui est positionnée sur les 3/4, là. C'est pas mal. Alors, quel est le bon réglage? Je n'en sais rien, hein. Mais vous pouvez en même temps jouer sur l'éclairage de votre écran à flat. Donc je déclare que je veux 5 flats et je lance ma séquence. Alors c'est un peu comme les bias, hein. Les flats c'est très rapide, sachant que ce sont des temps de pause relativement courts. Et là on voit qu'on a des flats assez sympas. Voilà, c'est terminé, mes flats sont faits. Maintenant, je vais aller voir que dans toute ma séquence est bien enregistrée dans le répertoire que j'avais sélectionné. Voilà, elles sont là, j'ai mes flats, j'ai mes bias, j'ai mes dark, j'ai même mes previews, hein, c'est-à-dire que les photos finalement d'essai, hein, qui ont quand même été enregistrées, mais en termes de preview. Donc on sait les sélectionner. J'ai même mon historique de météo. Voilà, tout est fini. Ceci met donc fin à cette session de séquence complète de prise de vue avec un APN de type Canon 450D et Backyard EOS. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a certainement quelques détails complémentaires qu'il faudrait développer. Posez-moi des questions, j'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Je sais qu'il va falloir que je fasse également une petite session sur l'utilisation d'un APN avec Nina également, qui peut être aussi intéressant à utiliser. À bientôt.